Alors après, c'est topo sur les aspects biomécaniques et les aspects facétaires qui ont leur importance. On va s'intéresser maintenant aux conséquences au bloc opératoire. On vient d'entendre que le design de la prothèse ou les caractéristiques biomécaniques ont des répercussions sur les facettes articulaires et ça a toute son importance quand on opère. Alors évidemment, l'objectif est de garder de la mobilité, notamment chez le patient jeune. Il existe donc différentes prothèses, on peut opérer sur un ou plusieurs niveaux, mais il faut bien être conscient qu'en fonction de l'implant choisi, on risque de modifier une cinématique normale de la colonne vertébrale cervicale. Sur le plan clinique, les résultats sont plutôt bons sur le long terme, sur une prothèse non contrainte bien connue en France et sur une autre étude de registre suédois à Paris. On voit que par rapport à l'arthrodèse, les résultats sont au moins aussi bons que la prothèse. Donc, je vais développer principalement 2 points. D'abord, les aspects techniques lors de la pose des prothèses cervicales au bloc opératoire. Probablement, je ne vous apprendrai rien sur la technique chirurgicale en soi, mais on va juste pointer peut-être les points clés lorsqu'on s'intéresse à la prothèse. Et puis ensuite, une réflexion autour de l'utilisation de la prothèse dans des cas un petit peu plus spécifiques. L'installation, alors vous allez me dire c'est tout simple, c'est en dorsale, mais elle a son importance. Par rapport à une arthrodèse, on peut se permettre d'installer le rachis cervical un peu en lordose. Si vous faites ça sur une prothèse ou sur un segment à prothéser, ça peut devenir compliqué sur le positionnement de l'implant si vous le positionnez par exemple en lordose. Il faut vraiment veiller à avoir des plateaux si possible parallèles pour avoir un accès, un positionnement qui mécaniquement sera bon. Donc il conviendra réellement de ne pas exagérer cette lordose cervicale à notre sens et de bien vérifier à la fluoroscopie l'alignement sagittal du segment que vous voulez opérer. Ensuite, alors lorsque vous avez des ostéophytes, pour pouvoir faire la décompression, qui en général est l'objectif de notre chirurgie, un aspect technique qui permet de bien voir au fond et de dilater progressivement et de réséquer les balcons, les becs de perroquet antérieurs. Ça peut nécessiter une petite résection osseuse, mais il faut bien anticiper l'appui du plateau sur la vertèbre. Et si vous réséquez trop, vous risquez de vous retrouver embêté par rapport à l'appui de la prothèse ou avec un implant sous-dimensionné, ce qui mécaniquement, in fine, ne sera peut-être pas souhaitable. La dilatation se fera de façon progressive. Je pense que là-dessus, ça c'est assez classique, qu'on fasse une arthrodèse avec des compressions ou une prothèse. Mais un point qui me paraît important, c'est quand même le travail au fond, avec la résection de l'ostéophyte et la résection du ligament longitudinal postérieur. L'autre élément technique qui me paraît très important, c'est de travailler très exactement la géométrie au niveau des incus. Alors évidemment, c'est souvent là qu'on va les décomprimer, sur la partie latérale du canal et vers le foramen sur la racine nerveuse. Mais lorsqu'on se situe un petit peu plus en antérieur, il faut bien anticiper en fait la géométrie, le volume occupé par une prothèse la plus recouvrante possible, ce qui nécessite un certain travail sur les incus. Très souvent, on l'assimile, je l'assimile un petit peu à un espace sous forme de rectangle qu'il faut bien préparer à la fraise ou à la Kerrison en fonction de votre habitude pour pouvoir positionner la prothèse. La résection postérieure et du ligament longitudinal postérieur paraît cruciale, tout comme la résection des ostéophytes postérieurs pour avoir quelque chose qui soit réellement un segment dilatable de façon parallèle et qui ne reste pas coincé en lordose, qui empêcherait tout fonctionnement biomécanique de la prothèse. Les aspects sur les facettes articulaires viennent d'être développés par Stéphane Litrico. Ils ont leur importance, et ils ont leur importance pour le positionnement de la prothèse en soi. Lorsque vous regardez ici sur cette étude mécanique qui regarde tout simplement les forces de contact avec des capteurs au niveau des facettes articulaires, eh bien, en extension, on risque de réellement décompenser ou d'augmenter les forces de contact avec la mise en place d'une prothèse par rapport à une arthrodèse. Donc là, il faut vraiment techniquement prendre en considération le design de la prothèse avec ses degrés de liberté qui varient d'un implant à un autre. Et de ce fait peut avoir des répercussions différentes, plus ou moins importantes sur les facettes articulaires et du moins chirurgicalement le centre moyen de rotation dans le plan sagittal qui se situe en fonction du design entre le milieu et le tiers postérieur du plateau supérieur.
Les défauts de positionnement des prothèses en lordose en syphose peuvent en découler si on ne fait pas attention à ces aspects techniques, et la répercussion sur les articulaires peut être fortement modifiée. Donc ici, un cas de figure ou de positionnement sous fluoroscopie strictement standard avec une prothèse non contrainte. Et vous voyez que là, le centre moyen de rotation se situe à peu près au niveau rouge, et il faut réellement positionner la prothèse de façon à ce qu'elle puisse fonctionner correctement à ce niveau. Vous voyez bien sur ces clichés en flexion-extension qu'on peut modifier en post-opératoire la cinématique et qu'on peut aussi modifier du coup les contraintes sur les facettes articulaires postérieures. C'est valable pour différents types de prothèses. Cette autre prothèse qui est bien connue en France a un certain degré de liberté en translation relativement important, et donc je pense qu'il faut faire attention à la fois à la hauteur de la prothèse et au positionnement antéro-postérieur. L'autre aspect qu'il faut réellement vérifier, c'est le positionnement en hauteur lorsqu'on dilate, c'est-à-dire mettre les gabarits d'essai, de ne pas surdistracter un segment pour ne pas décompenser les facettes articulaires avec une hauteur trop importante. Dans quelques cas de figure un peu plus, on va dire, hors du commun, alors lorsqu'on réfléchit à ce genre de choses, je crois qu'il faut vraiment réaliser une checklist préopératoire. Combien de niveaux, quelle est la mobilité segmentaire préopératoire résiduelle ou pas, est-ce qu'il y a déjà des ostophytes ou pas qui limitent la mobilité. S'il y a une forte limitation de mobilité, est-ce que ça vaut réellement le coup de mettre une prothèse? Est-ce qu'il existe sur des clichés dynamiques qu'on réalise en routine clinique un holisthésis ou pas? Comment est l'alignement sagittal? Est-ce qu'il existe un segment en syphose qui, à notre sens, serait une contre-indication? Ici, un exemple, vous voyez, de myélopathie que j'avais opéré il y a plus de 10 ans avec une arthrodèse, donc traitement assez classique, une dégénérescence du segment adjacent. On peut se poser la question si effectivement c'est une indication de prothèse. Là aussi, il faut répondre à ces différentes checklists, et on peut mettre en place, à condition que la checklist soit remplie, faire des montages hybrides ou sur mesure. Autre cas de figure, vous voyez aussi de sténose pluriétagée ici. On peut se poser la question s'il faut vraiment faire 3 voire 4 niveaux d'arthrodèse, ce qui est quand même très envahissant, ou si on fait vraiment un traitement sur mesure pour le patient, un certain patchwork avec plusieurs niveaux de prothèse et d'arthrodèse pour ne pas limiter entièrement la colonne vertébrale. Mais je pense qu'il faut avoir cette checklist en quelque sorte à l'esprit en préopératoire pour ne pas tomber dans les pièges qui risqueraient une décompensation facétaire ou un mauvais fonctionnement mécanique de la prothèse. Donc les points clés quand on se pose la question de la chirurgie et au bloc opératoire, c'est bien entendu la sélection du patient et de l'indication, la préparation méticuleuse de l'espace intersomatique et notamment sur les incus et la résection postérieure du ligament longitudinal postérieur pour un positionnement optimal de l'implant. Il faut le positionner sous fluoroscopie, il faut tenir compte du centre moyen de rotation en flexion-extension qui dépend du design de la prothèse. Éviter les implants trop hauts et contrôler les facettes articulaires sous fluoroscopie me paraît essentiel. Merci.